plaisir de donner la parole au professeur Céline Badoil qui va nous parler de la prévention et cancer d'origine infectieuse. Madame Badoil est anatomopathologiste, elle travaille à l'hôpital européen Georges Pompidou et elle s'intéresse entre autres aux problèmes des papillomavirus et de l'importance de la détection en même temps que l'importance de la prévention et de la campagne de vaccination pour ou contre le HPV. Merci. C'est un immense honneur pour moi d'être ici, dans une plus que prestigieuse université, et d'avoir été invitée par la Fondation de l'Académie de médecine, et je vous remercie pour cet honneur. Donc, mon topic était en effet de parler des cancers et de virus. On sait que des virus atteignent les humains de façon générale à partir des premiers âges de la vie, mais certains d'entre eux, ceux qui sont entourés, vont être à l'origine d'un cancer ou vont être impliqués dans la cancérogénèse de ce cancer. Alors, c'est toujours difficile de parler de virus et de cancer. Et pourquoi c'est difficile? Parce que la notion des virus oncogéniques a été longtemps débattue et n'a pas été prouvée avant longtemps que certains virus pouvaient vraiment être à l'origine de l'arrivée d'un cancer. Les virus suspectés sont souvent associés à des cancers chez l'humain, sont souvent ubiquitaires. En effet, on peut parler de l'Epstein-Barr virus, de l'HPV, de l'EBV. Et seulement une petite partie de la population infectée va avoir un cancer lié à ce virus. Le délai généralement entre la première infection et l'arrivée du cancer est long et peut prendre parfois 10 à 20 ans. Et puis, il y a aussi de nombreuses causes à l'avènement d'un cancer, qui sont des risques chimiques, physiques, qui sont aussi suspectés le plus souvent comme étant la cause de ces cancers, et donc le virus passe finalement en deuxième position. Les animaux et les expériences in vitro sont difficiles, et c'est difficile de prouver l'implication des virus. Et généralement, le potentiel des virus est difficile d'être montré dans les laboratoires. Alors, on le sait, et depuis longtemps, de nombreux virus sont impliqués dans la cancérogénèse. En 1964, le BV a été montré pour être à l'origine de lymphome ou de carcinome nasopharyngé. Et on ne sait pas tout, on sait cependant, et ça a été reconnu en 2009 par l'OMS, que 9 virus peuvent être liés à des cancers qui sont l'hépatite B, C, l'Epstein-Barr virus, l'HPV, HTLV1, HHV8 et HIV. Donc voici un tableau qui récapitule très bien de cette publication les différents virus impliqués dans les cancers et les cancers que l'on va retrouver. Au total, on peut estimer que les cancers liés à une infection dans le monde en 2002, et ça ne fait qu'accroître, étaient à peu près de 1,9 million. Et que, en fait, ça représentait 17,8% des cancers à travers le monde. Mais quand je dis infection, ça contient aussi le risque infectieux. Donc, quand on se focus sur les virus, et en particulier sur le papillomavirus, l'hépatite B, C, l'Epstein-Barr virus en priorité et le virus HIV, on considère qu'à peu près 10% des cancers à travers le monde sont liés à un virus. Et on sait aussi que si jamais on faisait de la prévention, on aurait à peu près 26% de moins de cancers dans les pays sous-développés qui apparaîtraient et à peu près 7% des cancers dans les pays développés qui seraient qui n'apparaîtraient pas. Et donc, on sait aussi que l'importance des virus est complètement dépendante du site dans lequel et du cancer qui va être traité. Par exemple, on sait que 100% à peu près des cancers du col de l'utérus sont liés au papillomavirus. Ce même papillomavirus va engendrer 30% des cancers de l'oropharynx. Il en est de même pour d'autres virus. Donc là, c'est très rapidement pour voir que l'hépatite B et l'hépatite C sont des cancers qui donnent des cancers hépatiques et qu'au niveau de la Chine, on peut retrouver un nombre très important de patients.
plusieurs types de cancers. On va focuser sur le papillomavirus et le virus de l'Epstein-Barr virus. Le papillomavirus, très rapidement, et pourquoi je m'y suis principalement intéressée en tant que pathologiste, c'est que je vois en permanence des cancers qui sont liés à ce virus. Il faut se souvenir que le papillomavirus, c'est le virus qui est le plus contaminé et qu'on le retrouve le plus au niveau de la population générale, puisqu'on considère que 80 à 90% des gens adultes vont être contaminés par ce virus. Il y a une très forte incidence, puisqu'on considère à peu près que 660 millions de personnes ont été contaminées par le papillomavirus. Bien sûr, une petite proportion d'entre eux vont avoir un cancer. Et il y a une prévalence très importante des cancers, en particulier du col de l'utérus, dans les pays sous-développés ou moyennement développés sur le plan socio-économique. Encore une fois, 10% des cancers sont liés à un virus. 5 à 7% à travers le monde des cancers peuvent être liés au papillomavirus. On les retrouvera au niveau du col de l'utérus, de la vulve, du vagin, de l'anus, et aussi chez les MSM, mais chez les femmes, au niveau du pénis et au niveau de l'oropharynx, au niveau des voies aérodigestives supérieures. Le papillomavirus fait parler énormément sur la toile. Il y a des campagnes de prévention et en particulier orientées vers la nécessité d'une vaccination. Et il est absolument nécessaire de dire que c'est un virus qu'on va le retrouver à travers le monde avec différents sous-types et qu'on va le retrouver dans de multiples localisations, encore une fois génitales, au niveau de l'anus et au niveau de l'oropharynx. Alors pourquoi s'intéresser à l'oropharynx? C'est parce qu'on sait que, en particulier en France, où on aime bien l'alcool et le tabac, il y a les populations classiques de patients qui ont des cancers. Et puis, il y a une population émergente, plus jeune, pour laquelle il y a une notion d'intoxication au tabac et à l'alcool qui est extrêmement faible et pour lequel on va retrouver des cancers, surtout au niveau de l'oropharynx. Et ces cancers au niveau de l'oropharynx, ils sont associés à l'HPV, ils ont un meilleur pronostic, ils sont plus radio- et chimiosensibles. Alors pourquoi ils ont un meilleur pronostic? On a essayé de retrouver le rôle de des cellules tumorales sans succès et dans notre laboratoire, en particulier celui dirigé par Éric Tartour, on pense que le micro-environnement est très important. Alors c'est un modèle que je vous présente parce que c'est pour engager la conversation sur aussi les autres virus. On sait que quand on a des cellules tumorales, les cellules tumorales autour, il y a des lymphocytes, des macrophages qui essayent de combattre la tumeur, ou plutôt qui discutent avec elle. Parfois, elles vont être pro-tumorales et parfois, elles vont être anti-tumorales. Évidemment, pour combattre une tumeur, il vaut mieux être anti-tumoral et avoir des lymphocytes qui vont venir tuer les cellules. Comme on savait que dans les cancers oropharyngés, il y avait des populations de patients qui étaient HPV+, et qui étaient de meilleurs pronostics, il y a des gens qui ont dit oui, mais si c'est de meilleur pronostic, c'est parce qu'ils sont moins alcoolotabagiques, moins immunodéprimés à cause de beaucoup de choses. Donc on a décidé de comparer deux populations extrêmement appariées sur le site tumoral, sur l'âge, sur le sexe, sur le T de la tumeur, la taille de la tumeur et la notion de métastase, mais aussi le traitement. Et on a montré clairement que quand on avait des populations très propres appariées, on pouvait avoir clairement le papillomavirus qui apparaissait comme un facteur de bon pronostic. Et quand on va plus loin et qu'on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe exactement autour des cellules tumorales, est-ce qu'autour des cellules tumorales, on a un environnement qui est antitumoral, qui va à la bataille, qui va aller tuer les cellules tumorales, et en particulier avec des lymphocytes cytotoxiques, qui sont des lymphocytes CD8, qui sont là, et des cellules NK qui vont tuer les tumeurs? Eh bien, est-ce qu'on est plutôt dans un contexte comme ça ou est-ce qu'on est dans un contexte d'échappement avec la présence de lymphocytes en particulier qu'on appelle régulateurs qui va réguler négativement l'immunité et qui vont empêcher l'immunité de se faire et donc empêcher les cellules tumorales d'être tuées? Alors, c'était un premier travail où on a fait des marquages multiples et on est allé regarder si les populations HPV- et HPV+ étaient différentielles et on a vu que clairement, l'histoire autour de cellules tumorales quand il y avait un virus HPV n'était pas du tout la même et que manifestement le micro-environnement n'était pas le même parce qu'il y avait une infection d'abord avant l'arrivée du cancer.
Après, on s'est intéressé à d'autres cellules qui sont très intéressantes en ce moment parce qu'il y a de l'immunothérapie qui cible les PD1 ou les PDL1. PD1 et le PDL1 est le ligand de PD1. Et on dit que ce sont les cellules exhausted, les anergiques, qui empêchent aussi l'immunité. Je passe très vite et là encore, quand on va compter les cellules au niveau des cancers, eh bien, on va voir qu'il y a des différences claires entre les patients qui sont HPV+ et HPV-. Alors ça va directement jusqu'à, c'était exploratoire, vers les thérapeutiques. L'immunothérapie bloque le passage PD1-PDL1. En bloquant ce passage, on bloque l'interdiction de l'immunité d'agir et donc on permet immédiatement au système immunitaire d'aller combattre les cellules tumorales. Et on est en train, sur le plan international, d'arriver sur l'immunothérapie pour les patients qui ont des cancers ORL. Et donc, il faut trouver des biomarqueurs pour trouver les répondeurs et les hyperrépondeurs. Et bien évidemment, les marquages in situ sont très importants parce que ça va permettre de montrer, déjà les premiers trials montrent que clairement, quand on est les survies des patients, quand on est HPV négatif, sont moindres que quand on est HPV positif et qu'on est traité par immunothérapie. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller explorer encore plus vite et encore plus loin les images. On a parlé de pédagogie digitale, d'image digitale, et c'est vraiment ça. Demain, il va falloir pouvoir explorer le micro-environnement avec les différents marqueurs qui vont être des partenaires, CD3, PD1, 68 pour marquer les macrophages, PDL1 pour montrer au niveau des cellules tumorales l'expression du ligand qui est de PD1 et de pouvoir compter, grâce à des scanners spectraux, ce qui va se passer. Pour pouvoir faire place à quoi? Pour pouvoir faire place à l'immunothérapie, mais aussi éventuellement à des plus fortes actions au niveau des vaccins. On sait qu'il y a des vaccins préventifs qui sont extrêmement importants, mais en France, on est un des meilleurs non-vaccineurs, avec 14% seulement des jeunes filles qui devraient être vaccinées, qui sont vaccinées. Donc on a encore malheureusement devant nous beaucoup de patients qui vont avoir des cancers liés à l'HPV parce qu'il n'y a pas de vaccination. Et donc, on en a parlé dans d'autres présentations aujourd'hui, les vaccins thérapeutiques qui vont booster les CD8, qui vont tuer les cellules tumorales, sont absolument importants. Alors, je vous ai montré l'exemple du papillomavirus. En Chine, l'Epstein-Barr virus est quelque chose d'extrêmement important, mais en France aussi, on a des populations qui vont avoir des cancers liés à l'Epstein-Barr virus avec des carcinomes nasopharyngés, des lymphomes du Burkitt, et on sait que pour 5 à 10% des cancers gastriques, il y a l'EBV impliqué dans la cancérogénèse. Encore une fois, pour montrer l'importance de l'épidémiologie avec des foyers très endémiques de l'EBV, et pour la France avec une population maghrébine migrante très importante qu'on prend en charge. Bien sûr, par exemple, pour l'immunothérapie au niveau des cancers gastriques, on doit aller regarder le micro-environnement avec, on le sait, clairement, dans la cancérogénèse, l'EBV qui peut être important. Et quand on est EBV+, on va mieux répondre à l'immunothérapie. Et encore une fois, c'est la compréhension de ce micro-environnement qui va jouer un rôle. Donc, pour conclure, à peu près 10% des cancers à travers le monde sont liés à l'HPV. Il faut absolument développer une meilleure connaissance du micro-environnement et de déterminer si ces cancers qui sont viro-induits peuvent être éligibles encore plus à l'immunothérapie, à de la vaccination. Il faut absolument utiliser les nouvelles technologies qui sont des explorations in situ et qui vont nous permettre de mieux cibler des vaccinations préventives, thérapeutiques et sélectionner des thérapeutiques. Et puis, ne jamais oublier, et ça on l'a vu dans plusieurs présentations, que certes il y a un patient, certes il y a l'histoire de son cancer, mais qu'il va y avoir plein d'autres phénomènes qui vont jouer, et les virus jouent ce rôle-là. Dernière diapositive pour remercier les équipes avec lesquelles je travaille, en particulier celle d'Éric Tartour. Merci.